Les femmes et les rapports au pouvoir. Curieuse question, non, question fondamentale de notre société, mais aussi question fondamentale pour le business. Les femmes sont de plus en plus diplômées que les hommes, dit-on. Or, les femmes se heurtent au fameux plafond de verre. J'en rajouterais même, parce qu'il y a des questions de silos, elles se heurtent aux parois de verre, elles sont dans des cages. Un certain nombre de considérations, responsabilité sociale d'entreprise, parfois comme en France, la loi sur les quotas pour les conseils d'administration, et puis la prise de conscience que le modèle est un peu à bout et qu'il faut le moderniser, crée une véritable opportunité pour que les femmes montent dans les instances de pouvoir. Dans quelles conditions le font-elles? Qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça devrait changer? Pourquoi est-ce qu'il faut que ça change? Voilà le sujet du jour. Le rapport au pouvoir des femmes, c'est tabou. Et c'est bien pour ça qu'en tant qu'académique, moi j'ai envie de m'y intéresser. C'est une question qui m'interpelle depuis une dizaine d'années. Avant, comme la plupart des femmes ou des hommes, je ne m'étais jamais posé ces questions dites gender dans le monde anglo-saxon et qui sont très difficiles encore à interpeller dans les milieux latins et notamment la France. Et pourtant, il y a des choses à dire. Les femmes ont une véritable opportunité ces temps-ci pour monter dans l'espace de pouvoir. Soyons clairs, on en a déjà eu quelques-unes, les pionnières, dit-on. Des Thatcher, oui, mais moi je ne me reconnais pas dans ce modèle un petit peu guerrier de Madame Thatcher, quel que soit son mérite. Donc je parle de la génération d'après. Pourquoi ces femmes ont-elles ces ambitions? Comment est-ce qu'elles les gèrent? À quels obstacles sont-elles confrontées? Et comment le nouveau modèle permet peut-être de faire émerger autre chose en revendiquant leur place dans ces espaces de pouvoir, tout simplement pour moderniser nos entreprises et le business, ce dont on a largement besoin. J'ai mené une étude il y a 3 ans avec une série de 50 interviews en France, mais aussi dans l'ensemble du monde, pour voir s'il n'y avait pas des biais culturels, et il y en a quelques-uns, pour arriver à cerner une certaine ambivalence du rapport au pouvoir des femmes. Elles ont du mal à parler d'ambition. Elles ont du mal à prononcer le mot pouvoir. Elles vont parler de responsabilité, ce qui est légèrement différent. Elles vont accepter de dire qu'elles ont du mal avec le rapport conflictuel au pouvoir, avec la guerre qu'il faut mener pour accéder au pouvoir. Pourquoi? C'est très simple. Ce combat-là n'est pas le leur. Le système dans lequel elles sont censées évoluer et monter pour devenir dirigeantes, administratrices, dirigeantes de business unit, dirigeantes de RH, etc., elles vont s'adapter, parfois se suradapter et perdre leur qualité dite féminine, on va y revenir. Parce que le modèle a été construit par des hommes, donc ils ne se sont pas posé de questions, et que dans leur construction intrinsèque eux-mêmes, il est normal, souhaitable, de ne pas montrer ses émotions, de tacler l'adversaire qui devient un ennemi, autrement dit, de faire la guerre. Il est également normal d'user du pouvoir de manière assez verticale. Je suis le chef, donc j'impose mes directives et personne n'a rien à dire. Seulement un modèle comme celui-là, face à la globalisation, à la complexification du monde, à la diversité des problématiques, il est totalement obsolète. Et c'est là que la manière d'aborder les choses des femmes, plus conciliante, plus collective, moins égotique, je peux le dire, parce qu'elles ont un rapport au pouvoir qui leur permet d'accepter d'être confrontées dans leurs questions, dans leurs positions, d'accepter l'idée aussi qu'elles ne sont peut-être pas hyper compétentes partout et que c'est intéressant d'avoir une équipe qui va permettre d'apporter de l'expertise et du coup, collectivement, de construire une solution qu'elles ne pourraient pas construire elles-mêmes. Autrement dit, elles ont une approche de la manière de diriger, d'arbitrer, de consulter et donc de travailler en team, quel que soit le niveau de l'équipe en question et notamment dans les conseils d'administration, totalement différentes. Par ailleurs, comme elles se sentent imposteurs, c'est le fameux complexe de l'imposteur qui a été très largement travaillé en sociologie depuis des années, parce qu'elles sont minoritaires, elles ont tendance à se rassurer par le biais des compétences. Autrement dit, elles vont surtravailler leur dossier.
Donc elles arrivent dans les réunions avec des dossiers qu'elles ont absolument remarquablement bien travaillé, ce qui leur permet de poser les bonnes questions, de regarder les zones de risque, de questionner la stratégie de l'entreprise, autrement dit, de faire correctement le travail qui est censé être demandé à un conseil d'administration, pour prendre cet exemple-là. Or, bizarrement, sans rentrer dans les détails, ça ne correspond pas à la culture française. Les conseils d'administration sont un peu trop souvent des chambres d'enregistrement. CF, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le rapport au pouvoir vertical. Le chef a parlé, donc personne ne dit rien dans la salle. Mais on ne s'en sort pas avec ce genre de réflexe à l'heure actuelle. La génération Y le sait très bien, on en parlera ultérieurement. Il faut questionner, aller chercher d'autres expertises, trouver des mentors, se poser des questions. Eh bien, les femmes le font naturellement. Parce que, c'est ce que j'ai réévoqué, elles ont un problème avec le pouvoir, elles se sentent plutôt responsables, contraintes de la capacité de décider, elles se sentent imposteurs, donc elles doivent se rassurer sur la manière dont elles élaborent leurs décisions. Et de ce fait, et les plus grands dirigeants, Gérard Mestralet, Serge Weinberg, le reconnaissent en public volontiers, de ce fait, elles créent une sorte de montée en gamme sur les processus de prise de décision à tous les niveaux de pouvoir, parce que les hommes un peu enclins à rester dans un système qui, bon an, mal an, fonctionnait et sur lequel on ne se pose plus de questions, parce que une fois qu'un système institutionnel est lancé, c'est extrêmement difficile de le faire changer. Et bien finalement, la féminisation, c'est même pas un combat politique, même si je suis très engagée à titre personnel là-dessus, c'est un combat pour l'efficience du business, parce que la manière d'adresser l'ensemble des questions business que vont avoir les femmes, des RH, des juristes, des spécialistes de l'intelligence économique, des spécialistes de la stratégie, des philosophes, etc., des femmes de chiffres aussi, les DAF, va obliger les autres à se mettre au diapason. Et du coup, vous avez assez vite une sorte de modification du COMEX, du CODIR, du conseil d'administration, d'un think tank, et j'aimerais bien en dire autant de la politique, mais c'est une autre histoire, parce qu'on a encore du chemin à parcourir. Et finalement, le conseil fonctionne comme il devrait fonctionner, c'est-à-dire comme une équipe où chacun échange, va chercher chez l'autre son expertise. Et je pense que finalement, la loi Copé-Zimmermann en France et les différentes lois sur la féminisation qui commencent à monter un peu partout au Royaume-Uni, Angela Merkel est en train de préparer quelque chose, la Belgique l'a adopté, l'Espagne l'a adopté, l'Europe se pose des questions là-dessus, les Britanniques sont interpellés, je parle souvent avec des spécialistes au Royaume-Uni. Eh bien, cette féminisation à marche forcée par effet légal, elle va finalement créer ce qu'on attendait, c'est-à-dire une vraie valeur ajoutée pour que dans nos espaces de pouvoir, de responsabilité et de décision, les meilleures décisions soient prises pour le bien de l'entreprise et le bien de notre économie. Ma conclusion, quelle est-elle? Ma conclusion, c'est que on a fait des progrès, de réels progrès dans notre société occidentale. Je l'évoquais en introduction, il y a une véritable pression socio-économique et politique, disons-le, au titre des exigences de la responsabilité sociale d'entreprise, au titre, parfois c'est le cas en France, d'exigences légales, ce que j'appelle l'effet de levier légal d'entraînement. Mais moi j'espère, et depuis 3 ans je sens une vraie dynamique, même s'il y a encore des blocages au changement qui sont assez naturels. Je sens que cette féminisation des espaces de pouvoir, elle va se faire naturellement aussi, parce qu'il y a une véritable prise de conscience du business au sens large, hein, j'utilise le mot générique, que la féminisation, c'est avoir davantage de compétences, donc recruter sur un vivier plus large. Ne pas se priver de manière de faire, de manière de dire, de manière d'approcher les questions différentes. Accepter de mixer des valeurs dites masculines et des valeurs dites féminines. Je fais attention aux guillemets parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les stéréotypes, mais c'est une manière d'approcher les choses. Il faut bien passer par ces stéréotypes pour les dépasser. Donc on les met sur la table et puis ensuite
on s'en déleste et on y va. Je pense que la génération qui arrive, qui a la quarantaine, va de plus tendre la main aux plus jeunes pour les faire monter en accéléré dans leur carrière et l'espace de pouvoir. Je crois beaucoup au mentoring, au coaching, au réseau féminin. Et par-dessus tout, je crois à la mixité. La mixité, parce que la diversité de genre apporte quelque chose. Quand on aura bien avancé sur cette question de diversité de genre, on pourra par ailleurs, et je suis très sensible aussi à ces questions, aborder les questions de diversité plus générique, c'est-à-dire de diversité ethnique, de diversité de culture, de diversité de race. Parce que la question des femmes bouscule le système, oblige le système à trouver de nouvelles manières de réagir et de raisonner, de repérer les talents, de les pousser, et donc ouvrira la porte à la gestion de la diversité.